jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sorcières d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour Alice et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Bizarre Sisters. Comment ça va? Coucou Lucie, écoute, ça va super. On a la particularité d'enregistrer cet épisode sur 2 journées différentes. On fait Eh ouais, un épisode retourneur de temps. Ça se passe comment? Tu veux expliquer les coulisses? tout simplement. Actuellement en Nouvelle-Zélande pour ma part et en France pour Alice, nous avons 12 heures de décalage. C'est-à-dire que moi je suis ton futur Alice et toi tu es mon passé. C'est ça, c'est Ça le te matin rappelle une pour certaine toi scène? et moi, c'est la veille, quoi. Ouais, Mm. j'essayais de faire un peu dramatique ambiance Tom Jedusor dans le 2. Ouais, j'ai vu. T'as pas remarqué, super. En fait, on est dans un mood particulier. Lucie est fatiguée parce que c'est le matin, je suis fatiguée parce que c'est le soir. Donc ça va donner, c'est pour cet épisode. Est-ce que tu es prête pour ce sujet de ouf? Je suis prête, mais sache que ce cas de figure va sans doute se répéter du coup pour les prochains épisodes vu que je reste en Nouvelle-Zélande un certain temps. Tout à fait. On va s'habituer. Oui. Bon, du coup, parlons des sortilèges impardonnables, qui est le nouveau thème de cet épisode. C'est parti. On est dans C'est du dark parti. là, hein. On est dans du très dark. Ouais. Est-ce que tu sais à partir de quelle année les sortilèges impardonnables ont été déclarés impardonnables? Absolument pas. J'ai fait ma mauvaise élève C'est là. une... C'est une date assez facile à se rappeler. C'est en 1717, donc 1717. Ouais. Et en fait, le but, c'était de faire sanction sévère des sorciers qui utilisaient ces sortilèges. Les sortilèges impardonnables, ils sont, comme on dit, impardonnables parce que l'utilisation de l'un de ces sorts, que ce soit contre un sorcier ou contre un moldu, ça va condamner le lanceur du sortilège pour Azkaban pour une durée d'une vie. De perpétuité. Voilà, merci. Du coup, la prison sorcière. Et ces 3 sortilèges qui sont très puissants, ils sont interdits entre tous et par tous, par tous les ministères du monde, qui sont paisibles, Partout. du coup, partout dans le monde, ouais, apparemment. Et c'est passible d'un emprisonnement à vie, donc certes à Azkaban en Angleterre, mais visiblement dans d'autres prisons aussi, à travers le monde. C'est un acte Ok. qui est vraiment abominable. Il y a aussi, du coup, le fait que, ceux qui utilisent, ces sortilèges, c'est vraiment, des mages noirs, des sorciers, qui sont vraiment pervertis, au niveau de leur âme, des sorciers peu recommandables, on pourrait dire aussi. Tout à fait. Est-ce que tu serais capable, Alice, de nous citer les 3 sortilèges impardonnables? J'en suis sûre que oui. Oui, alors ça c'est facile, même sans avoir préparé l'épisode, je sais faire. Donc, Ça euh, y est, tu l'as dit. je l'ai dit, j'ai avoué. Donc il y a le sortilège de l'Imperium, dont la formule est Impero. Très bien. Il y a le sortilège du Doloris, dont la formule est Andoloris, Et en et anglais? Crucio. Et le sortilège de la mort, qui est le Avada Kedavra. Et je tiens juste à Top. préciser qu'on disait qu'on était dans du dark, mais en fait, c'est vraiment de la magie noire poussée à l'extrême, quoi. C'est les pires trucs qui peuvent exister euh, dans... Alors, peut-être pas les pires du pire, parce qu'il y a aussi des Horcruxes, etc., hein, mais on est vraiment dans des choses de magie noire qui vont aller dans des choses qui sont absolument pas éthiques, euh, qui vont amener dans de la privation de liberté, etc., quoi. Donc, c'est quand même pas très reluisant. Ouais, c'est sûr. Même si, dans l'univers de Harry Potter, généralement, on nous fait croire que un peu, enfin, tout est un peu embelli, au final. Mais c'est effectivement quelque chose qui est très sombre et
et qu'on ne souhaite évidemment à personne, même à nos pires ennemis. Ok, très bien. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ces sortilèges? Ouais. Euh, alors, le premier dont on peut parler, c'est donc le sortilège de l'Imperium. En fait, quand on te Ouais. soumet au sortilège de l'Imperium, on va t'obliger à faire quelque chose. Euh, enfin, faire ce que la personne qui te lance le sortilège veut te faire faire. Donc, c'est vraiment un sortilège qui te met dans... En fait, c'est le contrôle total de l'adversaire. Tu peux lui faire ce que tu veux, quoi, quand t'es sur quand tu lances ce sortilège. Et Ouais. du coup, dans l'étymologie, ça vient du latin, donc impero, le verbe impero, qui signifie, Lucie? Impero, ça signifie commander, ordonner, enjoindre. Là où imperium et imperi en latin, ça signifie commandement, règne, pouvoir, puissance. Ouais. Donc, on est vraiment sur du contrôle et de la manipulation, en fait. Enfin, ouais, c'est même plus que de la manipulation, c'est vraiment les pleins pouvoirs, en fait, à l'agresseur, finalement. C'est ça, c'est une soumission totale de la victime à son bourreau, on peut dire. Et, euh, et la victime, elle perd le contrôle total de sa volonté. Et le lanceur du sortilège, il peut lui faire faire tout ce qu'il veut, littéralement tout ce qu'il veut. Et ça a causé beaucoup de dégâts dans la communauté sorcière, ce sortilège. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, Alice? Ouais, c'est pendant le premier règne de Voldemort. En fait, quand Voldemort a disparu, quand Harry a vaincu Voldemort, il y a beaucoup de sorciers. Qu'est-ce qu'il y a? Le premier anniv de Voldemort? Le premier règne. Non, mais quoi il parle? Ok, pardon. Donc, pendant le premier anime de Voldemort, le premier règne de Voldemort, euh, en fait, il y a des sorciers qui obéissaient à ses ordres, etc. Et quand il a disparu, pour réussir à échapper à Azkaban et à faire en sorte de ne pas se faire emprisonner, ils ont invoqué le fait qu'ils étaient sous sortilège de l'Imperium et que du coup, on les avait obligés à faire ce qu'ils avaient fait. Que c'était pas eux qui l'avaient Hmm. décidé, etc. Et le truc, c'est que effectivement, c'était le cas pour certains, mais c'était pas le cas pour tout le monde. Et notamment, par exemple, on sait que Lucius Malfoy fait partie des personnes qui se sont dites soumises au sortilège de l'Imperium, alors que c'était pas le cas. Pour plus d'informations, veuillez voir notre épisode précédent sur Lucius Malfoy. Très bonne autopub. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, déjà. Ouais, c'est ça. On sait qu'il y a Malfoy qui l'a fait, effectivement, Lucius. Il y a aussi Avery, on sait, ou Avery, qui l'a, qui a fait semblant d'avoir été sous le sortilège de l'Imperium pour échapper également à Azkaban. Et je crois que, justement, Voldemort le mentionne aussi dans le cimetière, si je dis pas de bêtises. Mm. Ouais. Ouais, par rapport à toute cette période-là, oui. Et puis ensuite, on a d'autres exemples aussi dans la saga. Dans la saga des Harry Potter où il a utilisé ce sortilège. T'en as un ou deux, toi? Ouais, bien sûr. Bah, on sait par exemple que quand ils apprennent les sortilèges impardonnables, on y reviendra après, mais le faux professeur Maugrey Folloy leur montre les différents sortilèges dans le film sur une araignée, mais dans le livre, il leur fait également essayer. Oui, il applique le sortilège sur eux. Il applique le sortilège sur des élèves, effectivement. Du coup, il y a, dans ce cours-là, et également devant Voldemort, Voldemort dans le cimetière, dans le 4, qui fait un Imperium à Harry. Après, on sait aussi dans le 4 que Croupton, Barty, père et fils, ils ont été tous les deux sous l'Imperium, chacun leur tour, par l'autre. Ouais. Donc au début, c'était le fils qui était sous l'Imperium du père. Et ensuite, quand le retournement s'est fait, c'est le père qui a été sous l'Imperium du fils. Mm. On sait aussi Lucius Malfoy qui l'a utilisé dans Harry Potter 5, au ministère de la Magie, sur deux employés, Morose Ouais. et Podmore, pour récupérer la prophétie au département des ministères, que d'ailleurs après Morose a été envoyé à Sainte-Mangouste parce qu'il a perdu la raison.
Ouais. Et après, dans le 6, on sait que Drago Malfoy a utilisé l'Imperium aussi sur Madame Rosmerta du pub des Ouais. Trois Ballets pour faire en sorte d'empoisonner la bouteille d'hydromel qui voulait faire en sorte qu'elle soit distribuée à Dumbledore. Ah, et Et le collier d'opale aussi. et le collier d'opale, effectivement, avant. Ouais, je les ai pas dit dans le Ouais. bon ordre. Donc, il y a eu ça. Dans le 7, on sait qu'il y a Harry, il utilise le sortilège de l'Imperium sur un gobelin à Gringotts. Ouais. Enfin, voilà, c'est quand même pas mal. On voit quand même pas mal d'utilisations à partir de Harry Potter 4 qui sont mentionnées dans les livres et dans les films. Ouais. Et dans le 7 aussi, on sait que Pius Thickness, il devient ministre de la magie sous Mm, l'Imperium aussi, tout à fait. du côté de Voldemort. Ouais. Et est-ce que tu saurais nous dire, Alice, quels sont les effets visuels un peu que peuvent provoquer l'Imperium? Alors, moi, j'aurais pas dit visuel, mais j'aurais dit, il me semble de me souvenir que c'est comme une sensation de légèreté et que tu as le cerveau qui se vide et que il y a enfin, ouais, de la légèreté qui s'installe à l'intérieur de toi. C'est possible, je me rappelle pas de ça. Moi, je voulais dire comme signe détectable. Ah, tu as les yeux qui se voilent un peu. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ça peut provoquer un très léger voile blanc, quasiment indétectable sur les yeux de la victime. Mais justement, c'est le seul truc qui un peu faire penser que effectivement, il est sous le sortilège de l'Imperium. Sinon, il n'y a aucun signe distinctif et visible qui permet de le savoir. Et c'est justement ça qui rend ce sortilège, ce maléfice, je ne sais pas si on peut le dire. Un petit peu, Euh, finalement, Pardon. non, juste, voilà, c'est ça qui fait que ça rend le sortilège très difficile à percevoir parce qu'on ne peut pas s'en apercevoir Mm, et que n'importe qui peut mentir ou n'importe qui peut être sous le sortilège de l'Imperium sans le savoir. mm. C'est Enfin, intéressant voilà. aussi ce truc d'avoir un peu la vue voilée, un peu, comment dire, abruti. Moi, ça me fait penser à l'effet que peuvent avoir, par exemple, les téléphones portables ou les écrans, notamment sur les enfants. C'est assez flagrant, tu sais. Et d'avoir le truc de... Ah. Mmh. Et en fait, on peut faire une analogie un peu sur le côté un peu hypnotique, justement, des écrans et des lumières bleues des écrans, en fait, qui viennent... euh, qui viennent créer cette espèce d'obstruction ou de changement un peu d'état d'esprit. Et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui rend les gens plus malléables ou plus contrôlables? Je sais pas, c'est une question ouverte, j'ai pas de réponse, hein, mais Si, oui, je pense qu'on peut le dire. Après, je pense que ça peut nécessiter aussi un plus grand débat, mais oui, je pense que ouais, je suis ouais. partie pour les grands débats là ce soir, attention. Je croyais que tu étais fatiguée. Ah ouais, je suis fatiguée. Mmh. Tu veux parler du deuxième sortilège? Ouais, le sortilège qui est hyper sympa, qui permet de torturer ses victimes, qui permet d'infliger volontairement de la souffrance, j'ai nommé le sortilège Doloris. Bon, là, niveau étymologie, on n'a pas trop de doute, hein. Doloris, la douleur, en latin. Je sais pas si tu as quelque chose de plus précis que ça. Ouais, c'est ça. Doloris, oris, du latin, ça veut dire douleur, souffrance. Euh, et on sait que, pareil, le mot, parce que le sortilège, tu l'as dit tout à l'heure, c'est endoloris en français, et en anglais, c'est crucio, Mm, et cruciatus, curse, ça vient du latin crux, cruxis, donc la croix, et ça a la même racine que le mot crucifié, crucifixion, qui du coup provoque évidemment de terribles douleurs. Ça, on ne l'apprend à personne. mm. Dans le sortilège de Doloris, tu viens torturer des personnes. Alors, c'est particulier hein, parce que tu n'as pas de marque physique, euh, mais c'est décrit comme une douleur hyper intense dans le corps, mais qui peut aussi rendre fou. Donc, il y a à la fois un effet physique et un effet mental. Pourtant, il n'y a pas de séquelles physiques de visibles, ne serait-ce que l'épuisement sans doute qui doit y avoir lieu après. Mais sinon, il n'y a pas de marque visible en fait. Et d'ailleurs, on peut le mettre un peu commun aux trois sortilèges impardonnables parce qu'au final, l'impéro, t'as pas de marque visible sur la personne euh, après que le sortilège ait été
été levé. Et on sait aussi que l'Avada Kedavra, il n'y a pas de marque visible sur les cadavres. Donc c'est quand même des choses particulières parce que tu as l'impression, une fois que le truc est passé, physiologiquement, physiquement dans la matière, qu'il ne s'est rien passé. Alors que concrètement, Mm. tu as infligé quand même un truc hyper destructeur à ta victime, quoi. Ouais, totalement. Et c'est du coup une douleur qui est effectivement atroce, qui est tellement intense qu'il est dit que la victime, elle préférerait parfois mourir plutôt que de continuer à endurer cette souffrance. Et effectivement, on y reviendra après, mais ce sortilège, il peut vraiment rendre fou, littéralement. Et c'est c'est assez horrible. Ouais, Il faut vraiment, pour que le sortilège fonctionne aussi, que le lanceur, il veuille la souffrance de l'autre et il y prenne du plaisir. Et le sortilège, il doit être maintenu par l'utilisateur pour pouvoir fonctionner. exactement. Et j'ai noté un truc dans mon livre qui n'est pas encore sorti, mais je parlais de ça. Tu sais, on dit souvent que euh, c'est la volonté qui est importante dans ce qu'on crée, tu vois. Mm, Et qu'en fait, tu peux, enfin, si jamais tu dis ouais, j'ai envie de faire ça, etc., tu le crées pas forcément. Et je trouve que, alors c'est un extrême de magie noire, hein, mais je trouve que le Doloris c'est un bon exemple de ça, dans le sens où euh, si jamais t'as pas la volonté profonde de faire ce que tu dis, il n'y a pas d'effet. Donc tu peux dire le truc, tu mm, peux dire la formule, mais il se passera rien concrètement sur la personne si jamais t'as pas la volonté de faire ce que tu as dit, quoi. Je trouve que c'est un bel exemple. Alors, non, c'est pas un bel exemple, hein, mais c'est un bel exemple de magie noire, mais de ce principe, en fait, de juste de venir vraiment ressentir et être aligné entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, quoi. mm. Et en exemple de à quel moment le sortilège Indoloris est utilisé, ben, on sait, ouais, du coup, sur évidemment les parents de Neville, que ça rendra fou, mais on y reviendra encore un petit peu après. Euh, Tu veux nous dire où est-ce que c'est utilisé à d'autres moments? Oui, du coup, Harry il se fait torturer par Voldemort dans le cimetière à la fin de Harry Potter Ouais. 4. Euh, Il y a Ombrage qui veut utiliser le sortilège d'Andoloris sur Harry aussi à la fin de Harry Potter 5 pour l'obliger à Mm, révéler avec qui est-ce qu'il parlait dans la cheminée. Et chose qu'elle ne pourra finalement pas faire parce que Hermione intervient de manière très judicieuse. Je me demande mm. si dans la bataille du ministère aussi, il n'y a pas une ou deux utilisations d'Andoloris. Si Ah, ben Bellatrix oui. sur Neuville, justement. Oui, et ensuite Harry qui essaie de torturer Ouais. Bellatrix après la mort de Sirius, mais qui n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas la vraie volonté de faire mal derrière. Mm. Et c'est là justement que Dumbledore, que Voldemort arrive à l'oreille de Harry et lui dit il faut le vouloir, il faut vouloir faire du mal, et je vais pas arrêter là. Je sais pas Ça faire y de est, elle mime. devient malade. Elle se casse la voix pour le podcast. Oui, à faire des imitations. Et la voix dans le livre audio est terrible, hein. C'est horrible parce que moi j'écoute, pardon, petite anecdote vie perso, je raconte ma vie ce soir. Euh, j'écoute les livres audio Harry Potter pour m'endormir. Et, et en fait, c'est horrible les passages où il y a la voix de Voldemort parce que c'est juste, ça te réveille au lieu de t'endormir. De la voix qui parle comme ça, Harry, oui, ta mère était une moldue. Et c'est Tu atroce, défonces mes oreilles au passage. mais c'est horrible parce que tu sais, t'es en train de t'endormir et d'un seul coup, tu te réveilles en sursaut. Donc voilà, je viens partager mon désarroi ici. C'est top. Petit moment de confession. Ouais. On sait aussi que Drago, il essaye d'en lancer un sortilège de Loris à Harry dans le 6, dans les toilettes, mais au final, Harry, il réussit à lancer son Sectum Sempra d'abord. Donc Drago va pas y arriver. Et après, sinon, ouais, tu l'as dit, ça ne laisse aucune marque physique sur le corps. Par contre, ça peut provoquer des grosses et graves lésions au cerveau quand la soumission est prolongée. Et au niveau de ce qu'on voit, c'est un rayon rouge du coup qui frappe les victimes. Et le rayon, il disparaît ensuite, même si le corps de la victime, il est toujours parcouru un peu lui-même d'éclairs rouges
pendant que le sort est maintenu. Oh, et ça comme description? Ouais, apparemment. Ça fait un peu genre Dark Maul contre avec tu vois, enfin crossover avec Star Wars, mais tu sais le truc avec les éclairs Ouais, et là, personne va avoir on rien change de compris. saga. Ouais, personne va avoir rien compris parce qu'il y avait ma tête et mes mains à voir, mais ouais, dans Star Wars quand il lance le sortilège là, enfin pas le sortilège mais avec la force. Oula, je vais me faire tuer. Ça fait longtemps que t'as pas regardé Star Wars, toi. Ouais, je t'avais dit que je voulais le regarder. Bref, et donc du coup, quand il lance comme ça l'électricité là sur les Jedi, tu sais, et après ils sont parcourus de petits trucs électriques. C'est ça? Mhm. Ouais. Oui, c'est ça, à peu Euh, près. j'espère qu'il y a personne qui est fan de Star Wars qui nous écoute, sinon ils vont détester. Toutes mes excuses. J'avais envie de revenir un truc sur la question de la douleur, parce que tu dis justement qu'il y a des lésions cérébrales. C'est super intéressant parce que physiologiquement, le fait de ressentir de la douleur de manière prolongée dans notre vie dans la vie de Moldu, hein, je veux dire pas dans le monde d'Harry Potter, le fait de ressentir de la douleur de manière prolongée, ça vient transformer en fait les neurotransmetteurs qui sont émis et en fait ça vient euh, détraquer des choses au niveau du système nerveux et donc par exemple des personnes qui vont être soumises à une douleur physiologique pendant longtemps ont plus de chances de développer des troubles dépressifs, des syndromes dépressifs en fait. Parce que, Hmm. physiologiquement, en fait, au niveau du cerveau, les substances sécrétées vont changer. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un truc comme ça, de l'ordre de la douleur physique peut amener des dérèglements du système nerveux. Et bon, là, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais d'un autre côté, le doloris, ça a l'air d'être vraiment de la souffrance poussée à l'extrême, quoi. Ouais. Mais c'est vachement intéressant, merci pour ton partage. Moi, ça me fait penser à, à quelque chose qui est vrai aussi. C'est-à-dire que, en gros, enfin, moi, j'ai beaucoup entendu dire, je sais pas si c'est le cas de toi aussi, Alice, et de vous qui nous écoutez, euh, mais que généralement, les mots, ils blessent plus qu'un coup, parce que un coup, bah, c'est un peu ponctuel et enfin, tu ressens sur l'instant et après, bah, t'as les effets si jamais t'as un bleu ou quoi. Mais là où les mots, en fait, ils restent gravés en toi et ils restent là. Mm. Et au final, si jamais on te tape plusieurs fois au même endroit, bah ouais, ça va faire mal. Mais si jamais on te critique ou on te rabaisse ou on te fait toujours la même insulte ou quoi, bah, je pense que la lésion, au final, elle est plus grave et grosse, plus importante qu'un coup. Ouais, totalement. Et c'est vrai pour des critiques destructrices, des jugements, beaucoup. Mm. Euh, C'est même vrai, tu vois, sur le côté un peu perfectionniste où finalement, des fois, on peut se faire du mal un peu, tu vois, à pas s'autoriser certaines choses ou comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui vont venir de l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent venir de l'intérieur. Et notamment, bah, tout ce dialogue intérieur qui peut être très auto-saboteur, tu vois, de s'envoyer Mm. des piques à soi-même. Ou même, tu vois, quand on se parle tout seul. Tu sais, je sais pas, tu vas faire un truc, tu vas renverser une table, tu vas faire, oh, je suis trop bête. Ben, en fait, Ouais, tu t'envoies en fait, de l'information à toi-même alors que si jamais tu dis, bon, bah voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, euh, ou je vais m'améliorer, je sais pas, dans mon adresse, enfin peu importe, mais en fait, l'information que tu vas t'envoyer, elle va agir effectivement sur ton système nerveux. On est parti loin là, non? ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Après, il faut qu'on retourne au dernier sortilège, mais c'est intéressant comme comme petit arrêt, petite étape. Digression. Voilà, Mm. tout à fait. Bah, du coup, avec une transition un peu nulle, tu veux nous parler du coup du sortilège dernier, du dernier sortilège? Du sortilège dernier, on peut dire ça. Ouais, Le je suis sortilège, fatiguée. le sortilège dernier, c'est le sortilège de l'Avada Kedavra. C'est le sortilège de la mort, celui où d'un éclair vert, la vie disparaît de toi, la vie disparaît de tes yeux, et ton corps tombe sur la terre, dur, sec, sans vie, sans mouvement. Et là, tout est fini. C'est le sortilège dernier. Est-ce que par pitié, petite digression, on peut enregistrer toujours comme ça? J'adore ton mood.
Bah, je t'ai dit, on est parti pour une petite série là. C'est top, ça me va. J'espère que Euh, ça vous va aussi, vous qui nous écoutez. Ils vont se dire que. Alors, on précise, moi je suis à la verveine et au miel. Et Lucie, elle est au petit-déj céréales, non? Petit-déj, non, oui, petit-déj céréales, fruits et thé vert. On raconte beaucoup notre vie là, non? Ouais, un peu trop. Bon, bref, on n'est pas dans la grande salle, quoi. Mais donc, l'Avada Kedavra, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Lucie? Quand est-ce qu'il est utilisé? Par qui? Combien de fois? Combien de rayons verts t'as compté dans la saga? Alors, du coup, ouais, comme tu dis, le sortilège d'Avada Kedavra, c'est le sortilège de mort immédiate, sans aucune souffrance. Ça, on peut le dire, c'est quand même un truc qui finalement est pas plus mal, qui est pas de souffrance, parce que contrairement au Doloris, c'est ça en moins. Au niveau de l'étymologie, je sais pas si tu le sais d'où ça vient. Ah oui, ça vient de l'arabe, non? Pas tout à fait. De l'hébreu? Ça vient de l'araméen. Ah, oui, c'est un autre dialecte. Et du coup, ça vient de Adada Kedabra. En fait, Ça s'écrit je crois qu'il y a plusieurs origines. Et vas-y. Ça s'écrit Adhadda, plus loin, Kedhabra. Donc, Adada Kedabra. Et ça veut dire que la chose soit détruite. Ouais. Et apparemment, le fameux Abracadabra, Abra... Abracadabra, Abracadabra, waouh. Non, abracadabra. Ouais, voilà, oh la vache. Bref, le fameux Abracadabra, merci Alice, il viendrait apparemment de la même racine araméenne et qui signifie il crée comme il parle. Mm. Du coup, ouais, le sortilège de mort, on sait que bah, il est utilisé à maintes reprises, surtout par Voldemort. Donc, bon, c'est sur les parents de Harry, sur Frank Dryce, le moldu qui s'occupait du manoir des Gédusors, manoir ou maison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, comme tu le disais tout à l'heure, le fait que ça ne laisse aucune trace sur le corps, parce que quand on lit la presse moldue qui parle de la mort de Frank Dryce, Dryce ou Bryce? Bryce. Ouais, c'est comme Bryce the Nice. Arrête. Quand la presse moldue parle de Frank Bryce, effectivement, elle dit que c'est très étrange parce qu'au niveau de l'autopsie, il y a rien qui est montré. Et en fait, forcément, il n'y a aucun signe parce que ça a été le sortilège Avada Kedavra qui fait qu'il n'y a Et, aucune trace visible sur le corps. ouais, et pas que Frank Bryce, parce que c'est aussi le cas des parents de Gédusor, des trois Gédusor, le père et les grands-parents de Tom. Oui, exact. Et il faut mettre beaucoup d'énergie pour que le sortilège fonctionne. Et s'il ne tue pas la personne, ça peut l'affaiblir significativement. Mm. Et au niveau visuel, c'est un rayon vert acide, comme on le sait tous. On a bien l'image des films Ouais. du rayon de mort. Ouais. Et tu peux nous Euh, dire à quel moment, du coup, d'autres il est utilisé? et ben, quand Voldemort va tuer Cédric dans le cimetière. De nouveau dans le cimetière quand Voldemort essaie de tuer Harry, mais que Harry lance l'Expelliarmus en même temps et qu'a lieu le super combat. Ta ta ta. Avec le priori incantatum. Exactement. Et voilà. Ensuite, il est utilisé quand? Il est utilisé bah, dans le 5 par Bellatrix Lestrange. Ah ben non, dans le livre, il n'est pas utilisé. Il est utilisé dans le film par Bellatrix Lestrange pour tuer Sirius, mais dans le livre, ce n'est pas le cas. Elle n'utilise pas le Avada Kedavra. Parce qu'elle envoie un sortilège qui fait traverser le voile. Donc pas là. Par contre, c'est utilisé dans le 6 par Rogue pour tuer Dumbledore. Attention, spoiler pour ceux qui ne savaient pas. C'est trop tard. Hmm. D'ailleurs, intéressant, je ne sais pas si tu connais cette théorie, mais on dit que c'est pas le sortilège de l'Avada Kedavra de Rogue qui a tué Dumbledore. Parce que justement, il faut mettre la volonté pour tuer quelqu'un.
enfin, pour du coup infliger un sortilège impardonnable à quelqu'un, et que en fait Rogue avait pas foncièrement envie de tuer Dumbledore. Et donc en fait le fait de lancer le Avada Kedavra, ça a pas tué Dumbledore, par contre ça a émis une puissance qu'il a projetée de la tour d'astronomie, et il est mort du choc de la chute de la tour d'astronomie et pas du sortilège. Ah, je savais pas, mais c'est vachement intéressant, j'aime bien. Mm. Ça me plaît. Voilà, et On puis voit que ensuite t'es une fan de Rogue, toi, hein. ah À le oui, bien défendre sûr, à tout prix. absolument. Alors, on va refaire une page pub numéro 2 pour plus d'informations. Allez voir notre épisode. En fait, à chaque fois qu'on va parler d'un truc qu'on a déjà mentionné, allez voir notre épisode sur Rogue. Ouais. Ouais, et après, il est utilisé ben, dans Harry Potter 7 euh, par Voldemort qui essaie de tuer Harry, qui se retrouve dans les limbes, donc chapitre 34. Et ensuite, il le réutilise chapitre 36. Euh, Je pense que c'est bien. Voilà. Bref, du coup, il est beaucoup, beaucoup utilisé par Voldemort. En fait, c'est le sortilège préféré de Voldemort, je crois. De la même manière que Ah bon? le Voldemort, le Avada Kedavra est à Voldemort, ce que l'Expelliarmus est à Harry, finalement. Tout à fait. D'ailleurs, Et c'est en pas plus, pour c'est rien. parfait parce que chacun a sa couleur du sortilège en fonction de la couleur de sa maison. Ah Le ouais! sortilège de Ah, mort. j'avais pas fait T'avais gaffe à jamais ça. remarqué? Non, ouais. Ah ouais, ça m'a toujours frappé. Le fait Ah, que le attends. sortilège de mort, ce soit vert et donc du coup Serpentard et que le Expelliarmus, ce soit rouge et du coup Gryffondor. Eh ben non. Ça m'a toujours frappé. Eh ben non. Et alors, du coup, on va faire un petit clin d'œil aux copains de Fréquence 9 3 quarts. Mais justement, dans un des derniers épisodes que j'ai écouté, là, il faisait l'analogie avec Star Wars, où dans Star Wars, les méchants ont la couleur rouge, le sabre laser rouge, et les gentils ont le sabre laser vert, et que dans Harry Potter, c'est inversé. Mais moi, j'avais pas fait le lien du tout avec les maisons, effectivement. Hmm, c'est vrai, Donc, pas coucou mal. Fréquence, si vous nous écoutez. Ouais. Et du coup, pour conclure un petit peu l'ensemble de ces sortilèges impardonnables, moi je voudrais dire que bah, déjà il faut avoir une très grande force magique pour pouvoir les lancer. Mais surtout et par-dessus tout, ouais, il faut vraiment pour moi être quelqu'un de mauvais. Hem, Être quelqu'un de peu recommandable comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il faut vraiment vouloir faire du mal aux autres et vouloir leur souffrance profonde, qu'elle soit vraiment une souffrance pure et dure, quoi. Et c'est horrible et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bellatrix, c'est exactement ce qu'elle dit, dans le 5 après avoir tué Sirius. Quand Harry justement essaye de lui lancer le Indoloré, elle lui dit, «C'est la première fois que tu lances un sortilège impardonnable, n'est-ce pas mon garçon? Il faut vraiment vouloir la souffrance de l'autre, Potter, et y prendre plaisir. La juste et sainte colère n'aura pas beaucoup d'effet sur moi. Laisse-moi te montrer comment faire, d'accord? Je vais te donner une leçon.» Machiavélisme, le machiavélisme de Ouais, Bellatrix plutôt. dans toute sa splendeur. En conclusion de ces trois sortilèges, moi j'ai envie de te demander, c'est quoi le point commun qui les réunit? Bah, le fait que déjà c'est des actes abominables, les 3, qu'il faut être, comme j'ai dit, un vrai mage noir, qu'il faut avoir une très grande force magique, qu'il faut vouloir le mal et le mal-être et la souffrance de l'autre. Ok. Je vais préciser ma question. Quel est le lien entre Harry et les trois sortilèges impardonnables? Ah! Est-ce qu'on peut pas les lier avec les reliques de la mort? C'est pas ça que je voulais dire. Parce qu'en soi, je pense qu'on Mais pourrait les vas-y, relier. déroule ton fil de pensée. Bah, le sortilège de la mort, ce serait la baguette de Suro. Ce serait la baguette de Suro parce que c'est le sortilège qui permet de lancer la mort. Je sais pas où je vais, hein, j'essaye. Hem, le sortilège de l'Imperium, ce serait la cape parce que parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous oblige à faire quelque chose, donc c'est pas vraiment nous. Et le sortilège de Loris, ce serait la pierre, mais j'ai aucune idée pourquoi. Ah, c'est très intéressant ce que tu partages parce que effectivement, moi je vois comment on pourrait les relier. Oui, en fait, c'est comme si
alors on peut parler, alors c'est pas des antidotes, hein, mais peut-être justement à l'opposé ou les inverses un peu de ces sortilèges, euh, dans le sens où, Je sais, vas-y, fini. Mais dans mais le, je sais comment on peut les relier à Harry. ok. Dans le sens où l'Avada Kedavra, effectivement, c'est le sortilège qui vient tuer, donc c'est la puissance de destruction absolue, et on peut le relier à la baguette de Suro, qui est la relique qui représente la puissance, la toute-puissance imposée à l'autre, finalement. Mm. Euh, le, L'Imperium, euh, l'Imperium, en fait, du coup, la cape permet de se dissimuler et donc, du coup, de sortir de... je sais pas où je vais non plus. La cape Non, pour moi, d'invisibilité, ouais, permet de sortir, enfin, de se cacher et donc d'éviter, en fait, les influences extérieures. Euh, mm, donc, notamment d'éviter l'influence de l'Imperium. Et on sait d'ailleurs que, par exemple, la cape résiste au sortilège de l'Axio. Donc, est-ce qu'il résisterait pas au sortilège de l'Imperium aussi? Ah, ouais, quoique elle moi, la résiste cape, je pas au la sortilège voyais. stupéfixe, Oh, mais comment? elle résiste pas au sortilège stupéfixe, en fait, je suis en train de me dire, la cape. Ouais. Hmm. Moi, je voyais plutôt le lien entre la cape et l'Imperium, le fait que, en fait, la cape, elle permet de se protéger du fait que les autres nous voient et que l'Imperium, en fait, c'est une sorte de voile qui fait que on est sous le contrôle de l'autre. Et donc, du coup, on n'est pas vraiment nous-mêmes quand on est sous l'Imperium parce qu'on fait ce que l'autre veut qu'on fasse. Et Hmm. donc, on est caché dans un sens, sous la volonté de l'autre. Ouais, et en tout cas, je vois bien, moi, le lien entre le Doloris et la pierre de résurrection. C'est que la pierre de résurrection, c'est celle qui vient, euh, qui Évidemment. vient rappeler la souffrance de la perte, tu vois, Ah ouais. de la perte d'un être. Donc, tu vois, elle vient ramener une personne de la mort, mais pas vraiment, et suffisamment pour faire mal et pour créer de la douleur. Tu vois, finalement. En fait, c'est ça, finalement, que je suis en train de me dire. Quelqu'un qui a la pierre de résurrection, la pierre de résurrection peut infliger une douleur qui pourrait être proche du doloris. La baguette de Suro pourrait infliger un Avada Kedavra, en tout cas une puissance de destruction qui correspond à l'Avada Kedavra. Et la cape d'invisibilité permet aussi de se dissimuler et de pouvoir contrôler les autres sans qu'ils s'en rendent compte. Donc finalement, Mm. on peut les lier effectivement aux reliques de la mort. Bien, bien vu. Tout ça pour ça. Très, très fière de cette idée et de nous de l'avoir construite. Ah ouais, ouais, on l'a construit en live là, complètement. Mais non, mais en vrai, je trouve que c'est une bonne théorie. Mm, moi aussi. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous aviez déjà pensé à cette théorie. Et sinon, pour revenir à ta question, qui était le lien entre les trois sortilèges et Harry, Oui, bah, tout simplement, c'est le fait qu'il les a tous vaincus. c'est ça. C'est la seule personne qui a été capable de résister à ces trois sortilèges. Euh, Est-ce que tu peux nous donner l'exemple pour chacun? Ouais, bien sûr. Ben, dans l'Imperium, on sait que du coup, la première fois qu'il est lancé sur lui, donc dans Harry Potter 4, pendant le cours des défenses contre les forces du mal du fou à la Storm au Greffe-Œil, euh, il arrive à se maîtriser et à dompter le sortilège de l'Imperium. Et justement, c'est ça que j'essayais de te faire dire tout à l'heure, c'est que quand on parlait de l'Imperium, c'est qu'en fait, Harry, quand il essaye de lutter contre l'Imperium, c'est très dur pour lui. Et il doit vraiment se recentrer sur lui et fermer ce qu'il y a autour. Et enfin, c'est le seul qui arrive dans le cours. Et moi, je trouve que c'est aussi, juste petite digression encore, c'est aussi ce qui lui permet de mieux réussir l'occlumencie. Même s'il ne réussit pas très bien finalement, mais qui lui permet de s'ouvrir un petit peu à l'occlumencie, c'est parce qu'il arrive déjà à, à résister à l'Imperium et un peu aux attaques extérieures. Et finalement, l'occlumencie, si vraiment il travaillait dessus, bah, il y arriverait super bien.
Ouais, en fait, il y a un lien dans la force mentale dont il y a besoin pour résister au sortilège impardonnable, enfin en tout cas au sortilège de l'Imperium, et effectivement la force mentale dont tu as besoin quand tu fais de l'occlumencie. Ouais, Donc, ouais, effectivement, Harry fait partie des sorciers qui arrivent à maîtriser l'Imperium. Après, c'est pas le seul pour le coup. On sait qu'il y en a d'autres. ouais. Euh, mais par contre, pour les autres sortilèges, Mais, mais ouais, justement, juste, je fais juste la petite citation que dit Maugrey Folleuil dans le 4, parce que je l'avais noté, quand Harry réussit à vaincre l'Imperium. Il dit: «Regardez bien, vous autres, Potter s'est battu. Il a résisté au sortilège et il a presque réussi à le repousser. On va encore essayer, Potter. Et vous, faites bien attention, regardez attentivement ses yeux, c'est là qu'on voit ce qui se passe. Très bien, hmm, Potter, vraiment très bien. Ils vont avoir du mal à te contrôler, toi.» ouais. Donc il y a ça. Après, pour le sortilège de Doloris, bah, même s'il lui est déjà lancé et que bah, forcément ça lui fait mal, bah, il survit quand même. Hmm. Et le Oui, alors sortilège de non, mort, bah, il y a même plus que vas-y, ça. Il y a même plus que ça, dis-moi. c'est que à la fin, donc une fois qu'il a passé King's Cross, donc dans le tout dernier chapitre de Harry Potter 7, il revient dans son corps et Voldemort lui fait subir une série d'endoloris et d'humiliations pour montrer qu'il est mort et montrer qu'il a gagné, quoi. Et Harry, euh, il y a un passage où du coup, il dit qu'il s'attendait à cette douleur-là. Euh, j'ai pas mon Harry Potter sous les yeux. Mais il dit qu'il s'attendait à cette douleur-là, mais que contrairement à ce qu'il pensait, la douleur ne vient pas. Et que du coup, il ne ressent pas la douleur du doloris. Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, on arrive à un point où son premier indoloris, il est extrêmement douloureux, il est terrible. Et en fait, in fine, à la fin de Harry Potter 7, il arrive à dépasser la douleur du doloris et à ne pas la ressentir. C'est à quel moment ça, c'est dans la forêt? Non, c'est oui, c'est dans la forêt, c'est juste après King's Cross. Ok, ouais. Je me rappelais pas de ce passage. Oui, c'est ça. Il dit, c'est pour ça. Il dit, la douleur à laquelle il s'attendait ne vint pas cependant. Voilà. Et en fait, c'est extra Hmm. parce que c'est comme si il a accepté la mort, il l'a dépassé puisqu'il a survécu à la mort, il revient dans son corps et il ne ressent plus la douleur en fait. Ou la douleur en tout cas n'a plus d'effet sur lui. C'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et donc du coup, Harry, on sait que évidemment, il a survécu à Avada Kedavra et plusieurs fois. Et ça, pour le Ouais. coup, c'est le seul. Dolores, on ne sait pas s'il y a d'autres personnes qui ont réussi à le dépasser, à ne pas subir les effets. Mais en tout cas, Avada Kedavra, a priori, Harry, c'est la seule personne, et c'est pour ça qu'il est connu. Parce que c'est Hmm. le garçon qui a survécu. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il faut avoir une grande force magique pour lancer les sortilèges impardonnables, Maugrey, il explique dans le 4 à ses élèves, je le cite, Avada Kedavra est un maléfice qui exige une grande puissance magique. Si vous sortez tous vos baguettes en cet instant et que vous les pointiez sur moi en prononçant la formule, je ne sais même pas si vous arriveriez à me faire saigner du nez. Et du coup, moi, ça me pose une question que j'avais envie de te demander, Alice. Pour toi, par quoi est-ce que les mages noirs, les mange-morts sont habités euh, pour lancer ces sortilèges et pour les lancer comme des banaux sortilèges, des sortilèges banaux, Bah, on banals? sait que c'est pas le cas de tous les mange-morts. Tous les mange-morts sont pas capables de le faire. Oui. On sait qu'il y en a qui n'ont pas cette puissance magique et probablement qui n'ont pas la détermination non plus. On sait qu'il y a des mange-morts qui se sont enrôlés par peur, par plein de raisons, autres que de la conviction en fait. Mm. Euh, mais après, pour moi, je suis désolée, je refais le parallèle avec Star Wars, hein, mais pour moi, c'est des personnes qui se sont fait happer par le côté obscur de la force, quoi. Dans le sens où ils sont allés écouter euh, toutes les pulsions malsaines, violentes en eux et qu'ils leur laissent libre cours. Euh, ouais, je dirais ça. Mm. Moi, j'aurais rajouté qu'ils ont peut-être beaucoup de haine, de souffrance, de colère en eux, peut-être une sorte de folie aussi qui les pousse à agir comme ça. Mais c'est difficilement compréhensible, je trouve, d'aller jusque-là, quoi. Mm.
Est-ce que tu saurais nous dire, Alice, à quel moment ont été utilisés et à quel moment ont été enseignés ces sortilèges? Ils sont enseignés en quatrième année dans le chapitre 13 ou 14, 14, je 14, crois. 14, ouais. Chapitre 14 de la coupe de feu, c'est ça que tu voulais me faire dire? Non, c'est pas ça, mais vas-y, continue. Je sais pas ce que tu veux me faire dire. Bah oui, effectivement, on l'a déjà dit que c'était par le professeur de Défense contre les forces du mal, le parti Croupton Junior, le faux à la Storm Griffolleuil. Mais en soi, c'est une matière qui est plus ou moins aussi étudiée dans Harry Potter 7. Ah Et oui. on l'a déjà dit dans notre épisode sur les défenses contre les forces du mal. Allez écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait. L'auto-promo à fond aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils étudient enfin, dans Harry Potter 7? Oui, alors, en fait, c'est un cours de magie noire qu'ils ont à la place de la défense contre les forces du mal en septième année, qui est du coup euh, appris par Amicus Carro, Ouais. donc le frère Carro. Et, euh, et donc, du coup, pendant cet épisode de Harry Potter, cet épisode, pendant ce tome, pendant cette année, notamment, ils apprennent effectivement à utiliser les sortilèges impardonnables. Alors, pas l'Avada Kedavra a priori, mais les autres, et notamment en punition, ils les utilisent le Doloris sur des élèves qui sont en retenue. Ouais, c'est ça. Et c'est le cours d'art de la magie noire, effectivement, Art de la magie qui noire. a changé de nom. Mhm. Et concernant l'usage des sortilèges impardonnables, ils ont été utilisés pendant les guerres des sorciers. Donc, comme je l'ai dit au début, les sortilèges impardonnables ont été déclarés impardonnables en 1717. Mhm. Et ensuite, ils ont été autorisés à l'utilisation pendant la première guerre des sorciers, donc de 1970 à 1981 à peu près. Les aurores avaient le droit d'utiliser les sortilèges impardonnables contre les mange-morts. Et ensuite, ils ont été réautorisés pendant la deuxième guerre des sorciers, donc en 1997-1998 à peu près, quand Voldemort était au pouvoir au ministère de la Magie. Ok. Et donc, du coup, les sortilèges étaient autorisés, ils étaient légaux, parce que c'était un peu la loi du plus fort. Et donc, en fait, la mort était un peu à n'importe quel coin de rue, quoi. Ok. Intéressant. Voilà. Et du coup, moi, je voulais te poser une question, Alice. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de tout ça? Parce que même si c'est censé être pour la bonne cause que les aurores utilisent ces sortilèges contre les mange-morts, qu'est-ce que t'en penses de l'utilisation et de l'autorisation à utiliser ces sortilèges? Euh, Moi, je pense que c'est une absurdité. Non, mais vraiment, je le dis à la déconnade. Non, non, je pense que c'est une absurdité, dans le sens où, pour moi, je suis pas d'accord avec l'adage «la fin justifie les moyens», en fait, tu vois. Je suis pas d'accord, je pense que, il y a d'autres manières de faire que d'imposer de la violence et que d'imposer ça, en fait. Euh, que pour moi, c'est une solution de facilité qui n'est pas une solution qui est juste. Et du coup, moi, si j'avais été ministre de la magie, j'aurais pas autorisé ça. Bon, on t'élira ministre de magie alors la prochaine fois. Ah, merci, c'est gentil. Et toi? Non, moi, pareil, je pense qu'effectivement, il y a... De quoi? Je cautionne pas. Non, je suis d'accord, je pense que s'ils sont impardonnables, c'est pas pour rien et c'est pas pour que même des aurores qui sont censées être dans le bien s'en servent. Mm. Puis pareil, qu'est-ce que tu penses du fait de montrer aux élèves les sortilèges impardonnables en cours et de leur faire tester? Euh, pour moi, en fait, je trouve ça intéressant parce que ça met en lumière quelque chose qui n'est pas fait, enfin, qui est à l'opposé de ce qui est fait pour les Horcruxes. C'est-à-dire que tu vois, les Horcruxes, c'est quelque chose qui est banni, qui est censuré de Poudlard, dans le sens où non seulement on n'en parle pas en cours, mais en plus tous les livres de la bibliothèque sont sortis de la bibliothèque, donc tu n'as pas accès à de l'information sur les Horcruxes à Poudlard, qui est une forme de magie noire plus pour le coup, hein.
Et le seul endroit où on te parle des Horcruxes, on te dit des Horcruxes, on ne dira rien parce que c'est quelque chose de trop horrible. Et là, à l'inverse, bon, il se trouve que c'est un mange-mort complètement taré qui présente ça en cours, mais Dumbledore dit oui. Et je trouve que la posture est intéressante parce que là, pour le coup, on te dit, bah, regardez, ça existe. Regardez ce qui peut. Bon, après, c'est sûr que ça sert le principe de l'histoire, hein, parce que après, on va les connaître et ils vont être utilisés à moult reprises. Donc, ça sert l'objectif de l'intrigue de la saga. Mais quand même, euh, je trouve ça intéressant dans le sens où c'est pas quelque chose qui est censuré, tu vois. On leur dit ça existe. Après, le fait de l'utiliser sur des élèves en cours, je suis pas d'accord non plus, hein, mais Mm. Bah, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que c'est bien que ce soit pas censuré et que ce soit montré, parce que justement, des fois, ce qui est interdit, ça peut pousser à vouloir le découvrir ou le faire et que, enfin, on le voit par exemple dans Harry Potter 5, quand Ombrage interdit l'utilisation des baguettes, bah, au final, les élèves, ils se rassemblent et ils créent l'armée de Dumbledore pour pouvoir apprendre à s'en servir. Euh, et donc, du coup, l'interdiction de quelque chose, ça fait que renforcer la volonté de le faire. Donc, c'est bien qu'ils leur montrent. Par contre, euh, le tester, c'est autre chose. ouais. Encore, l'Imperium, je trouve que ça a une... Si c'est bien encadré, l'utilisation de l'Imperium, ça permet de montrer à quel point, effectivement, c'est dangereux et c'est pas juste un jeu et qu'il faut absolument pas jouer avec ça. Par contre, Tu le veux dire que c'est sortilège de plus Loris, anodin, c'est ça? c'est pas plus anodin, mais si effectivement on leur montre ce que c'est que d'être sous le pouvoir de quelqu'un et d'être contrôlé, ça peut montrer à quel point c'est dangereux. Même si je pense que c'est quand même pas une bonne idée de leur montrer, mais le sortilège de Loris, pour moi, c'est un des pires trucs à faire, quoi. Et puis, spoiler alerte, ni lui, ni Maugrey-Folloy, le faux, ni Dumbledore n'ont jamais été sanctionnés pour avoir montré aux élèves le C'est sortilège de vrai. Loris, quoi. C'est vrai. Après, c'est plus anodin dans le sens où il n'y a pas effectivement de douleur, où il n'y a pas de mort qui est imposée. Mais par contre, euh, pour moi, ça reste quelque chose qui ne devrait pas être fait, dans le sens où Ouais, totalement. dans le sens où tu peux pas prendre la volonté de quelqu'un, tu vois. Concrètement, même si c'était un maugré qui était bien intentionné, tu vois, euh, pour moi, c'est juste pas acceptable de prendre le contrôle sur autrui. Tu vois, en tout cas, moi, dans mes valeurs, la liberté en fait personnelle, elle est tellement importante que imposer quelque chose à une autre personne, en fait, c'est no way, tu vois, c'est hors de question. Euh, Ouais, mais du je coup, suis totalement d'accord. c'est vrai, et merci de le remarquer qu'ils n'ont pas été sanctionnés, effectivement. Ouais, c'est exactement ce que tu disais, ce que je voulais dire. Je voulais faire le lien un peu entre, du coup, Harry Potter, les sortilèges impardonnables et le droit moldu. C'est-à-dire que on sait que l'utilisation du coup des sortilèges impardonnables, euh, bah, ça porte atteinte aux droits qui sont qualifiés de fondamentaux pour les moldus. Et donc par exemple, l'Imperium, ça va priver la liberté de la victime, son libre arbitre. La Mm. victime, elle est totalement asservie, aussi bien psychologiquement que physiquement. Elle peut rien faire d'autre que d'obéir à tous les ordres du manipulateur. Elle peut du coup commettre des crimes sans en avoir conscience. Et ça, c'est des choses qui sont condamnées chez les Moldus. Pour ne citer qu'un exemple, on a dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 8, nul ne sera tenu en esclavage, nul ne sera tenu en servitude. Et pareil pour le sortilège de Loris, c'est une douleur aiguë qui est infligée à la victime, qui peut mener à la folie. Euh, Chez les Moldus, c'est l'interdiction de pratiquer un acte de torture par le droit interne. Par exemple, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, article 3. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Et puis, on va pas parler non plus du sortilège de Loris, qui, pareil, c'est infliger la mort à quelqu'un, quoi. Ah ouais. Et au final, ce qui est vraiment puni et impardonnable, pour moi, c'est vraiment l'intention profonde et l'intention qui est sincèrement sadique.
qui anime le mage noir de vouloir faire souffrir, de vouloir asservir ou de vouloir tuer quelqu'un, de vouloir tuer sa victime, quoi. Mm. Et du coup, moi, ça m'amène à d'autres questions que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu penses des autres sortilèges? Parce qu'au final, ces trois-là sont impardonnables, sont interdits. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'ils devraient mettre un tabou, comme pour Voldemort. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un prononce ces sortilèges, bah, en fait, le ministère est tout de suite alerté. Je pense que ce Ouais. serait quelque chose de très important, mais bon, voilà. Après, tu peux les Euh, faire en sortilège informulé. Donc là, c'est plus hmm, compliqué de mettre un tabou sur un sortilège informulé. ouais. Après, je sais pas si, par exemple, dans Harry Potter, effectivement, ils sont pas vraiment informulés à chaque fois. Alors, je sais pas si c'est vraiment pour l'histoire et pour qu'on montre qu'on inflige de la douleur ou tout ça aux autres, ou si c'est vraiment compliqué. Comme si Bah, c'est un sortilège qui demande une grande puissance, est-ce ça que rajoute le de la fait de le difficulté, ouais. faire... Ouais. Ouais, c'est carrément. Je pense que ça rajoute vraiment de la difficulté, ouais. Et du coup, moi, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses des autres sortilèges? C'est-à-dire que, par exemple, Sectum Sempra, à terme, c'est un sortilège qui fait mourir la victime. Pourtant, il n'est pas impardonnable. Certes, Ouais. il a été créé par le prince de Sang-Mêlé, mais pour autant, c'est pareil, oubliette, est-ce qu'il devrait pas être impardonnable? Parce qu'au final, tu prives quelqu'un de toutes ses mémoires et donc de qui il est vraiment. Oui, après, je pense que oubliette, moi, en tout cas, dans mon canon, dans ma tête, dans mon headcanon, ça a été utilisé, ça a été inventé, ce sortilège, pour réparer les accidents de sorcellerie. Donc, pour permettre de faire en sorte de ne pas montrer le monde de la sorcellerie aux moldus, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Et donc, je suppose qu'à la base, euh, ouais, il a été créé dans ce but-là. C'est comme ça que je me le représente. Après, c'est clair que dans tous les cas, ça demande d'être légiféré, etc. Mais au-delà des sortilèges, il y a d'autres choses qui devraient être. Enfin, par exemple, tu vois, en termes de contrôle et de privation de la volonté de la personne, la potion du Veritaserum, qui Mm. t'oblige à dire la vérité, en fait, elle est terrible, cette potion. Parce que du coup, Ouais. pour le coup, alors évidemment, hein, on peut dire ce qu'on veut, enfin, tu vois, on peut très bien être l'avocat du diable enfin, l'avocat du Veritaserum en tout cas. Mais pour moi, il y a quelque chose aussi encore de l'ordre de la privation de liberté qui est pas OK en fait, tu vois, de d'obliger quelqu'un d'être dans le contrôle absolu de la personne euh, avec cette potion, quoi. Donc pour moi, Veritaserum, ça, c'est aux potions un peu ce que l'Imperium pourrait être au sortilège. Après, oui, il y a plein de sortilèges qui pourraient être impardonnables, effectivement. Et la question, c'est comment est-ce qu'ils ont été choisis et pourquoi est-ce que ça n'a pas été reclassifié? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Effectivement, je sais pas. Ouais. Ok, ben, ça fait encore un épisode de podcast qui doit être assez robuste, je pense. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, Lucie. Ouais. Mais en fait, c'est important parce que les sortilèges impardonnables, au final, on en parle dans le 4 et on le voit mentionner, mais on s'arrête jamais vraiment sur le fait que c'est très grave et que c'est de la vraie magie noire, quoi. Ouais. Le fait, oui, ils ont été un peu vulgarisés et laissés comme si c'était anodin alors que ça l'est pas du tout, quoi. Mm. Mm. Bon, et bien après cette campagne de sensibilisation anti-magie noire, nous allons vous laisser sur cette fin d'épisode. Merci Lucie depuis ta Nouvelle-Zélande d'avoir partagé ce moment avec moi et avec les auditeurs. Bah, merci à toi et merci pour ton temps malgré ta fatigue. Ouais, je vais aller rêver de Poudlard et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. On essaiera de faire quelque chose d'un peu moins sombre la prochaine fois. Un peu plus joyeux. Salut, salut! Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.